Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Nous avons décidé d'effectuer le cours complet sur les machines électriques. Pour cela, nous avons divisé le cours en plusieurs chapitres. Le chapitre 1 a déjà été fait sur le magnétisme. Nous sommes au deuxième chapitre, les forces électromagnétiques. Pour présenter notre chapitre, nous allons suivre un programme bien détaillé. Nous allons commencer par le flux magnétique, puis nous allons aller à la notion de force électromagnétique. Dans cette notion, nous allons voir notamment la loi de Laplace et son application. Nous allons parler du travail des forces électromagnétiques, puis le moment d'un couple de forces électromagnétiques, la méthode de mesure du champ électromagnétique. Dans ces méthodes, nous allons voir la balance de coton et la roue de Ballot. Nous allons migrer vers la force électromagnétique sur une particule chargée. Bien sûr, dans chaque partie, nous allons effectuer des exercices d'application. À la fin, nous donnerons un exercice de consolidation. Sans plus tarder, passons à la première partie, le flux magnétique. Le flux magnétique ou flux d'induction magnétique noté Phi est une mesure du champ magnétique total B qui passe à travers une surface orientée S. Il est par définition le produit scalaire entre le vecteur B et la surface S, c'est-à-dire le flux est égal au champ magnétique scalaire la surface. Le flux magnétique est mesuré en Weber comme nous avons vu au chapitre précédent. Si nous prenons notre surface orientée, considérons N le vecteur normal à la surface, c'est-à-dire S est égal à Sn, avec norme de N est égal à 1. Voici notre surface orientée. Nous voulons calculer le flux à travers cette surface. Nous considérons l'angle alpha comme l'angle entre N, entre le vecteur normal à la surface et le champ magnétique. Pour une bobine à une seule spire, le flux sera donné par Phi est égal à Bs cosinus alpha. Ici, Phi est le flux magnétique mesuré en Weber. B est l'induction magnétique totale. L'induction magnétique mesurée en Tesla, avec bien sûr un Tesla qui est égal à 1 Weber par mètre carré. S est la surface en mètres carrés. Lorsqu'on regarde cette relation, on constate que selon l'angle alpha, on aura différentes valeurs du flux. Si alpha est compris entre 0 et pi sur 2, nous savons que le cosinus est supérieur à 0. Cela signifie que le phi sera supérieur à 0. Le flux est entrant. Donc, pour un angle compris entre 0 et pi sur 2, le flux est entrant. Lorsque l'angle est compris entre pi sur 2 et pi, phi est inférieur à 0. Le flux est sortant. Lorsque l'angle est compris, lorsque alpha est égal à 0, nous savons que cosinus 0 c'est 1. Phi est égal à B fois S. Le flux est maximal et entrant. Si alpha est égal à pi, phi est égal à moins BS. Le flux est maximal et sortant. Si alpha est égal à pi sur 2, phi est égal à 0, vu que cosinus pi sur 2 c'est 0. Le flux est nul. En d'autres termes, lorsque le flux est positif, ce flux est entrant. Lorsque le flux est négatif, ce flux est sortant. Si le flux est nul, est égal à 0, alors il n'y a pas de flux en fait. Pour une bobine à n spire, le flux est donné par la formule NBS cosinus alpha. On multiplie tout simplement par n, c'est-à-dire le nombre de spires de la bobine. Nous passons à un exercice d'application sur cette première partie. Un cadre de fil rectangulaire a pour côté 4 cm et 5 cm. Un champ d'intensité de 0,5 Tesla passe dans le cadre avec une direction perpendiculaire à la section de ce cadre. Déterminez le flux magnétique qui passe dans le fil. Donc, en d'autres termes, nous avons un cadre de fil qui a une forme rectangulaire dont la longueur est 5 cm et la largeur 4 cm.
ce flux, un champ magnétique de 0,5 Tesla passe dans le cadre de ce flux, dans le cadre en fait. Et on nous demande de déterminer le flux magnétique. Pour cela, nous prenons d'abord les données. Nous allons considérer X la largeur 4 cm et Y la longueur 5 cm. À partir de cette longueur et largeur, on peut calculer la surface en prenant X fois Y, c'est-à-dire longueur fois largeur. Le champ magnétique B est égal à 0,25 Tesla. On utilise la relation phi est égal à BS cosinus alpha. Ici, puisque alpha c'est égal à 0 degré, alors nous avons phi est égal à BS. Avec S qui est égal à X fois Y, c'est-à-dire 0,04 fois 0,05 qui donne 2 fois 10 puissance au moins 3 mètres carrés. En remplaçant S par sa valeur, on obtient le flux est égal à BS qui est égal à 0,25 fois 2 fois 10 puissance moins 3 qui donne 5 fois 10 puissance moins 4 Weber. Nous venons ainsi de déterminer le flux qui passe à travers notre fil rectangulaire, le cadre de notre fil rectangulaire. Nous allons passer à la seconde partie de notre travail, mais avant, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. La deuxième partie parle de la force électromagnétique. Notamment, nous allons commencer par la loi de Laplace. La loi de Laplace parle de l'action d'un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant et s'énonce comme suit. Un conducteur de longueur L, traversé par un courant électrique d'intensité I, et placé dans un champ magnétique uniforme B, est soumis à une force uniforme. Est soumis à une force appelée force électromagnétique F, encore appelée force de Laplace. C'est-à-dire, si je prends un conducteur, voici mon conducteur, de longueur L, et j'injecte ce courant, voici le courant qui passe dans le conducteur, un courant I. Ce conducteur est placé dans un cadre avec aimant. Nous avons pris ici un aimant à nu où le champ uniforme est uniforme. Nous avons déjà vu au chapitre précédent que dans un aimant à nu, le champ est uniforme à l'intérieur. Alors, notre conducteur sera soumis à une force électromagnétique F, qui est appelée force de Laplace. Le conducteur va donc se déplacer, soit à gauche, soit à droite, selon le sens du courant et le sens du champ magnétique. Ce déplacement peut être obtenu par certaines règles. Nous allons voir les règles, comment est-ce que le conducteur va se déplacer. Est-ce qu'il va se déplacer vers la gauche ou vers la droite? Nous allons notamment voir la règle du bonhomme d'Ampère, la règle de la main droite. Déjà, la force de Laplace est par définition le produit vectoriel IL vectoriel B. I étant le courant, L étant la longueur du conducteur et B étant le champ magnétique. Cela signifie que F est un vecteur de telle sorte que IL, B et F forment un trièdre direct. Cette force est perpendiculaire au plan formé par le champ magnétique et le conducteur. Donc, c'est-à-dire, la force F est perpendiculaire au plan formé par B et le conducteur, ou alors le sens du courant dans le conducteur. Proportionnel à l'intensité du courant, au champ magnétique et à la longueur du conducteur. Nous voyons, si l'intensité du courant augmente, la force doit augmenter. Si la longueur du conducteur augmente, la force doit augmenter. Si c'est plutôt le champ qui augmente, alors la force doit aussi augmenter. La norme de la force de Laplace est donnée par F est égal BIL sinus alpha. Puisqu'il s'agit d'un produit vectoriel, c'est le sinus. Lorsque c'est le produit scalaire, c'est le cosinus. Donc BIL sinus alpha. Avec sinus qui est l'angle entre L et B. Dans cet ordre. Et non entre B et L. Entre L et B. Ici, l'ordre est important puisqu'il s'agit de la fonction sinus qui est une fonction impaire. F est la force de Laplace
mesuré en Newton. B est l'induction magnétique en Tesla ou en Weber par mètre carré. L est la longueur du conducteur en mètres. Et I est l'intensité du courant en ampères. Le sens de la force de la place peut être déterminé, comme nous avons dit tout à l'heure, par la règle de la main droite. Donc nous prenons 3 doigts de la main droite. Le pouce levé indique le sens du champ magnétique B. Le majeur indique le sens du courant. Et du moins le sens du courant sur le conducteur. Et l'index tendu donne le sens de la force de la place, grand F, ou le sens du déplacement du conducteur. Si nous prenons une autre règle, la règle du bonhomme d'Ampère, c'est la règle que j'utilise le plus. Le bonhomme d'Ampère étant couché sur le conducteur de telle sorte que le courant le traverse des pieds vers la tête. En fixant le sens du champ magnétique B, son bras gauche tendu indique le sens de la force de la place. Donc, si on revient à cette image, il suffit de faire coucher le bonhomme d'Ampère sur cette direction, c'est-à-dire la direction du courant qui est en bleu. En regardant le sens du champ magnétique, c'est-à-dire, il va se coucher de telle sorte que la tête regarde vers le bas. Il va se coucher donc sur son ventre. Le courant le traverse des pieds vers la tête et il est couché sur son ventre. S'il tend sa main gauche, on va voir sa main gauche, c'est le sens du champ magnétique F. Vous pouvez l'essayer en regardant cette vidéo. Vous allez voir que la main gauche va être dirigée vers F comme nous voyons là. Si le champ montait plutôt, il devait se coucher plutôt sur le dos. En tendant sa main gauche, ça devait aller plutôt vers ce sens-ci. Ça devait aller plutôt vers la droite. Ok. Nous prenons quelques exemples pour la détermination du champ de la direction. Voici le premier exemple. S'il se couche de telle sorte que le courant le traverse des pieds vers la tête, c'est-à-dire couché dans ce sens. Ici, on voit un champ B entrant, c'est-à-dire il est couché de telle sorte dans ce sens et couché sur sa main droite. En tendant sa main gauche, on va voir que sa main gauche va plutôt monter. Donc le sens de F est montant. Dans le deuxième cas, il est toujours couché à la même position, mais plutôt en regardant vers le haut, puisque B monte. En regardant vers le haut, en tendant sa main gauche, on va voir la main gauche sera sortant de l'écran. C'est pour cela qu'on met F sortant par ce point. Dans le troisième cas, il est plutôt couché de telle sorte que la tête sort de l'écran. Il regarde vers le haut. En tendant sa main gauche, on voit que la main gauche va prendre la direction de F. Dans le quatrième cas, il est plutôt couché de telle sorte que son corps entre dans l'écran, c'est-à-dire on voit ses pieds. Cependant, il est tourné vers le champ magnétique B, c'est-à-dire il est couché sur sa main gauche. En tendant dans sa main gauche, on va voir que sa main gauche va descendre vers le bas. C'est pour cela que F descend. Nous allons passer à un exemple d'application de la force de la place. Un morceau de fil conducteur a pour longueur 25 cm, parcouru par un courant d'intensité de 2 ampères et placé dans un champ magnétique de module 2 Tesla dans une direction de 30 degrés par rapport au champ. Déterminer la force magnétique réagit sur le fil. Donc nous avons un morceau de fil conducteur dont la longueur est 25 cm. Ce conducteur est parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique uniforme de 2 Tesla avec une direction de 30 degrés. On demande de déterminer la force magnétique appliquée sur ce fil. Les données, nous avons la longueur 25 cm, I, le courant 2 ampères, B, l'induction du champ 2 Tesla et l'angle alpha est égal à 30 degrés. Déterminons la force magnétique. On applique tout simplement la formule F est égal à B I L sinus phi, sinus alpha.
En remplaçant B, I, L et alpha par leur expression, on obtient une force de 0,5 Newton. Nous venons là de déterminer la force subie par le fil. Cette force est de 0,5 Newton. Nous passons à la deuxième partie de notre travail. La notion de force électromagnétique, toujours. Mais cependant, nous allons parler de l'application de la loi de Laplace, notamment à l'interaction entre deux fils conducteurs parallèles. Considérons deux fils conducteurs C1 et C2 de longueur L, parallèles et séparés par une distance D. Voici nos deux fils. C1 et C2 sont nos deux fils. Les deux fils ont la même longueur. La longueur c'est L. Les deux fils sont séparés par une distance D. Nous appliquons un champ magnétique, ou bien ces fils sont plongés dans le champ magnétique B. Lorsque les deux conducteurs sont parcourus par le courant I, ils sont soumis à des forces mutuelles F1 et F2 ayant pour caractéristique la direction, c'est O1, O2. O1 c'est le lieu où s'applique la force sur le conducteur 1 et O2, le point d'application de la force sur le conducteur 2. Donc direction O1 et O2. Sens, les deux conducteurs s'attirent si les courants sont de même sens et se repoussent si les courants sont de sens contraire. Donc ici les deux conducteurs vont s'attirer puisque les courants sont de même sens. Intensité. L'intensité ici dépend du courant, du milieu, de la longueur du conducteur et de la distance entre les deux conducteurs. C'est-à-dire, F1 est égal à F2 qui est égal à grand F qui est égal à mu0, I1, I2, L sur 2 pi D. En remplaçant mu0 par 4 pi fois 10 puissance moins 7, on obtient F est égal 2 fois 10 puissance moins 7, I1, I2, L sur D. Nous venons là de déterminer la force d'interaction entre deux fils. Nous allons passer à un exemple d'application. Deux fils de conducteurs rectilignes parallèles de même longueur, 60 cm, sont parcourus par des courants de même intensité, 20 ampères, mais dans le sens contraire. Ces deux fils sont placés à une distance de 4 cm, l'un par rapport à l'autre. Déterminer la force magnétique d'un fil sur l'autre et le sens des forces. Alors, on a les données. Les fils ont la longueur de 60 cm. Les deux courants ont la même valeur. I1 est égal à I2 qui est égal à 20 ampères. La distance entre les deux fils est 4 cm. Nous appliquons alors la formule de la force électromagnétique. F est égal à mu0 I. La force magnétique. F est égal à mu0 I1 I2 L sur 2 pi D. En remplaçant mu0 I, I1, I2, L et D par leur valeur, on obtient une force magnétique de 1,2 fois 10 puissance moins 3 newtons. Il est aussi demandé le sens du courant, le sens des forces. Les deux conducteurs se repoussent car les courants I1 et I2 sont de sens contraire. Nous passons à la troisième partie, le travail des forces électromagnétiques. Considérons deux rails, R1 et R2 parallèles, séparés par une distance L. Considérons que ces rails sont perpendiculaires au champ magnétique uniforme B, comme on voit à la figure. Voici nos deux rails, R1, voici le premier rail R1, voici le deuxième rail R2. Les deux rails sont perpendiculaires au champ magnétique. Voici le champ magnétique qui est entrant. Perpendiculaire au rail 1, perpendiculaire au rail 2. Le conducteur Mn. Voici le conducteur Mn. Placé dans le champ magnétique B. C'est un champ uniforme bien sûr. Et parcouru par un courant I. Voici le courant I qui vient là, qui est en train de descendre. Est soumise à une force électromagnétique F, c'est notre force électromagnétique, qui l'entraîne en déplacement sur les rails.
Donc, le conducteur va se déplacer sur les rails. D'une distance D. Donc, ça va quitter de ce point pour ce point. Donc, ça dit, le conducteur qui était à MN est passé à M', N', avec la distance de déplacement dans le sens de la force d'une longueur petit d. Alors, le travail de la force F pour ce déplacement est W est égal à la force multipliée par la distance parcourue. Le travail de cette force pour le déplacement, c'est tout simplement W est égal à F fois D. Or, nous savons que F est égal à BIL sinus alpha. Nous avons vu tantôt avec alpha qui est égal à 1. Puisque I et B sont perpendiculaires, ou alors le conducteur et B sont perpendiculaires, c'est-à-dire l'angle c'est pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1. Donc F est égal à BIL. En remplaçant F ici, dans l'expression du travail, on aura le travail est égal à BIL fois D. Si on pose F, S, autant pour moi, la surface couverte par le conducteur lors de son déplacement, c'est-à-dire quoi? L, c'est-à-dire la longueur du conducteur sur les rails, multiplié, ou bien l'écart entre les deux rails si vous voulez, multiplié par D. La surface c'est ce rectangle-ci. Largeur des rails multiplié par distance parcourue par le conducteur soumis à la force électromagnétique. Cela donne la surface couverte par le conducteur. S est égal à L fois D. En remplaçant, donc, on a W est égal BSI fois, qui est encore égal à phi I. Pourquoi BSI? Puisque L fois D c'est S. On aura donc BSI. Or, B fois S, nous avons vu tout à l'heure que c'était le flux phi. Donc, le travail c'est tout simplement égal au flux fois le courant. Ainsi, pour déterminer le travail, on a besoin de deux valeurs. On a besoin du flux et on a besoin du courant qui traverse le conducteur. W, le travail de la force et de la place en joule. B est l'induction magnétique en Tesla qui est égale à, qui est encore en Weber par mètre carré. S est la surface en mètre carré. I est l'intensité du courant en ampères. Phi est le flux magnétique en Weber. Nous passons à la quatrième partie, le moment d'un couple de forces électromagnétiques. Un couple est une paire de forces agissant sur le même corps qui ont les lignes d'action parallèles mais non confondues, qui agissent dans des directions opposées et ont des intensités égales. Donc pour avoir un couple, il faudrait d'abord avoir deux forces. Ces deux forces doivent agir avec des lignes d'action parallèles mais pas confondues dans des directions opposées. Et ces forces doivent être égales en intensité. On peut voir sur notre figure, considérons deux forces F1 et F2 agissant perpendiculairement sur un conducteur AB. Voici notre conducteur AB. C'est tout ceci. De longueur D. A c'est à ce niveau, B c'est à ce niveau, longueur D. Nous plaçons nos deux forces perpendiculairement sous forme de couple. On voit que les forces agissent suivant la même direction, c'est-à-dire verticale, mais cependant avec des sens opposés. F1 est ascendant, F2 est descendant. Et les directions ne sont pas confondues. On voit que les directions sont plutôt parallèles. La valeur du moment, puisque nous voulons déterminer le moment d'un couple, la valeur du moment de chaque force par rapport au point A dépend du sens de rotation que produit la force. Donc, le sens de rotation est très important pour déterminer la valeur du moment. Si F produit une rotation dans le sens trigonométrique, le sens trigonométrique c'est au sens positif. Si F produit une rotation dans le sens trigonométrique, nous rappelons que le sens trigonométrique c'est au sens contraire des aiguilles de la montre. Alors, F est égal
Alors le moment de F par rapport, du moins le moment de F sera égal par rapport au centre. Ici on pourrait mettre O. Il était préférable de mettre O ici, oui. Le moment de F sera égal à F fois la moitié de la longueur du conducteur, c'est-à-dire D sur 2. On a donc moment de F est égal à F fois D sur 2, qui sera supérieur à 0 lorsqu'on est dans le sens trigonométrique. Si F est dans le sens non trigonométrique, c'est-à-dire le sens horaire ou le sens des aiguilles d'une montre, alors le moment sera négatif. Ça sera moins F fois D sur 2. Pour la figure ci-dessus, chaque force provoque une rotation dans le sens horaire. Nous sommes là dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors le moment sera négatif. On aura le moment par rapport à F1 qui sera moins F1 D sur 2. Et le moment par rapport à F2 qui sera moins F2 D sur 2. Les deux négatifs. Le moment net du couple sera donc ou alors le moment total, c'est égal au moment de F1 plus le moment de F2. On obtient moins F1 D sur 2 moins F2 D sur 2. Ce qui nous permet d'avoir moins FD. Ce moment c'est négatif parce que on remarque le conducteur va tourner dans le sens horaire ou dans le sens des aiguilles du montre. Si nous inversons le sens des forces pour que le conducteur tourne dans le sens trigonométrique, le moment total sera plutôt FD qui sera positif. Nous allons passer à la méthode de mesure du champ magnétique. Nous allons voir les méthodes. Pour ces méthodes, nous allons voir deux méthodes essentielles. La balance de coton. Voici notre balance de coton. La balance de coton a deux bras. Voici le premier bras et voici le deuxième bras. L'un des bras porte le conducteur rectiligne CD. Voici le premier bras comme nous avons dit. Ça porte le conducteur CD. Ici en bleu. C'est un conducteur rectiligne, qui est la partie active sur laquelle agit le champ magnétique à mesurer. Donc, c'est sur CD qu'on place notre champ magnétique. Puisque nous voulons mesurer le champ magnétique, on place CD dans un champ magnétique. L'action de la force électromagnétique sur CD va rompre l'équilibre de la balance. La balance est équilibrée à ce niveau. Il peut y avoir rupture de l'équilibre s'il y a force qui intervient. On va voir que si on applique la règle du bonhomme d'Ampère, c'est-à-dire le bonhomme d'Ampère couché, de telle sorte que le courant le traverse des pieds vers la tête, c'est-à-dire la tête est à C et les pieds à D. Regardant le point B, c'est-à-dire il se tourne, il est entrant, du moins il regarde vers l'intérieur de l'écran, il tend sa main gauche, on va voir que la main gauche sera donc descendant. Cela signifie que il y aura rupture de l'équilibre puisque il y aura une force descendante qui va s'appliquer sur le premier bras. Pour équilibrer cette force, nous plaçons un poids M sur le second bras. Voici le second bras. Nous plaçons un poids M, un poids de masse M, ou bien un objet de masse M, dont le poids sera P, de telle sorte qu'il y a équilibre. Alors, la mesure du champ magnétique B sera fonction de la masse M de notre objet placé. La condition d'équilibre permet d'écrire le moment par rapport à l'axe delta des forces extérieures égale 0. C'est-à-dire le moment de F plus le moment de P par rapport à delta doit donner 0. Or, F produit une rotation dans le sens trigonométrique. Si nous voyons, F produit une rotation dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le moment de F est positif. Comme nous avons vu tantôt, F sera égal, le moment de F sera égal à F fois D, qui sera supérieur à 0. Et P produit une rotation dans le sens horaire. Le moment sera négatif. On aura un moment de P, c'est égal à moins P fois D.
On aura donc, en fait c'est moins P fois D', D' étant cette distance ici. On aura donc F fois D, D étant la distance de l'axe par rapport au conducteur, et D' étant la distance de l'axe par rapport à l'objet placé pour équilibrer les forces. On aura donc F fois D moins P D' égale 0. Cela permet d'écrire FD est égal à PD'. Or, nous savons que F c'est BIL. On aura BIL, D est égal à MG, puisque P c'est MG. MGD'. Ainsi, on peut calculer le champ magnétique B qui sera égal à MGD' sur ILD, où L est égal à CD, la longueur du conducteur. Nous venons de mesurer le champ magnétique par la méthode de la balance de coton. Nous allons mesurer ce champ magnétique par la méthode de la roue de Barlow. Voici notre roue de Barlow. Il s'agit d'un disque. Donc, en quoi consiste cette méthode? La roue de Barlow est constituée d'un disque de rayon R, mobile autour d'un axe delta. Un aimant produit un champ magnétique B. Nous allons placer un aimant qui produit un champ magnétique B. Lorsqu'on établit le courant, voici notre batterie, lorsqu'on établit le courant, la force électromagnétique grand F qui s'applique au milieu du rayon fait tourner la roue avec une vitesse angulaire oméga. Donc lorsque le courant passe, la roue commence à tourner puisque la roue tourne librement sur un axe delta. La puissance développée est P égale. La puissance développée c'est la force fois le rayon sur 2, puisque ça applique au milieu du rayon, R sur 2 fois oméga, où oméga est la vitesse angulaire de rotation en radians par seconde. Or, nous savons que F sera égal à BIR, où R étant le rayon, ce qui implique P sera égal à BIR carré W sur 2. À partir de là, on peut trouver donc P qui est égal à 2, B qui est égal à, le champ magnétique B qui est égal à 2P sur IR carré oméga, avec oméga qui est égal à 2pi N, N étant la vitesse de rotation en tours par seconde. P est la puissance développée, R est le rayon de la roue de Barlow, I est l'intensité du courant qui traverse, ou alors l'amplitude du courant appliqué à notre roue, et oméga est la vitesse angulaire de rotation. Nous passons à un exemple d'application sur la roue de Barlow. Le rayon d'une roue de Barlow vaut 10 cm. Cette roue est entièrement située dans un champ magnétique uniforme normal à ce rayon et d'intensité B est égale à 2 fois 10 puissance moins 2 Tesla. Sachant que la roue fait 90 tours par minute et que la puissance mécanique développée par la force électromagnétique pour faire tourner la roue est de 2,9 MW. Calculer l'intensité du courant I parcouru par la roue, parcouru dans la roue, oui, et l'intensité de la force électromagnétique F. En solution, on prend les données. Le rayon c'est 10 cm. Le champ, l'induction c'est 2 fois 10 puissance moins 2 Tesla. La vitesse de rotation c'est 90 tours par minute, c'est-à-dire 1,5 tours par seconde. La puissance c'est 2,9 MW. La première question est de déterminer l'intensité du courant. L'intensité du courant I qui parcourt la roue. Nous savons que P est égal à BIR carré oméga sur 2. On peut tirer I qui est égal à 2P sur BR oméga sur 2R carré oméga, avec oméga qui est égal à 2pi N. On a donc I est égal, en remplaçant chaque expression par sa valeur, on a I est égal à 2,54 ampères.
La deuxième question, c'est déterminer l'intensité de la force électromagnétique F. Nous savons que F c'est égal à BI fois R. Cela signifie que F sera égal à 2 fois 10 puissance moins 2 fois 2,54 fois 10 fois 2 fois 10 puissance moins 2. On obtient une force F qui est égale à 5,08 fois 10 puissance moins 3 newtons. Nous venons là d'étudier les méthodes de détermination du champ magnétique, notamment la balance de coton et la roue de Barlow. Nous allons passer à une autre partie de notre travail qui consiste à l'étude de la force électromagnétique sur une particule chargée. En électrostatique, une charge Q placée dans un champ magnétique, dans un champ électrique ou électrostatique, E subit une force électrique Fe qui est égale à QE. Si cette charge est en plus mobile dans un repère où sa vitesse est V, elle subit aussi une force magnétique sous la forme Fm est égal à QV vectoriel B. Or, le produit vectoriel s'applique avec le sinus. On aura F est égal à QVB sinus alpha, où alpha est l'angle entre V et B. Cette force est perpendiculaire au plan formé par V et B, en triangle direct. La force électromagnétique totale subie par la particule Q et de vitesse V, mesurée dans un référentiel galiléen, est donc F est égal à Fe plus Fm, c'est-à-dire QE plus QV vectoriel B. Fe est la composante électrique de la force électromagnétique et Fm est la composante magnétique de la force électromagnétique. On parle de force de Lorentz. B est l'induction magnétique en Tesla ou en Weber par mètre carré. V est la vitesse de la particule en mètres. Q est la charge en coulomb. Et θ est l'angle. Nous venons là de voir la force électromagnétique subie par une particule chargée qui a deux composantes, la composante électrique et la composante magnétique. La composante électrique est due au champ électrique et la composante magnétique est due au champ magnétique et la vitesse de la charge. Nous passons à un exemple d'application. Soit un proton qui se déplace dans un champ magnétique dans la direction perpendiculaire au champ magnétique, bien sûr, à ce champ, et il se déplace à une vitesse de 107 mètres par seconde. L'intensité du champ magnétique terrestre est 10 puissance moins 5 Tesla. La première question, déterminer la force magnétique appliquée sur ce proton. La deuxième question, calculer sa force gravitationnelle ou son poids. Comparer en fait à la force gravitationnelle. La solution, on prend les données. Il s'agit d'un proton. Q est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Bien sûr, c'est positif. C'est l'électron qui est négatif. La vitesse V, c'est 10 puissance. C'est plutôt 10 puissance 7 mètres par seconde. C'est 10 puissance 7 mètres par seconde. Le champ magnétique B, c'est égal à 10 puissance moins 5 Tesla. Alpha, c'est égal à pi sur 2. La masse du proton, nous savons que c'est 1,6 fois 10 puissance moins 27 kg. Et G, c'est égal à 10 mètres par seconde carré. La première question est de déterminer la force magnétique appliquée sur le proton. F, nous appliquons la formule, c'est égal à QV B sinus alpha, avec alpha qui est égal à pi sur 2. En remplaçant QVB par leur valeur, on obtient une force de 1,6 fois 10 puissance moins 17 newton. Ici, ça c'est la force magnétique. La force gravitationnelle est calculée par P est égal
pour calculer la force gravitaire, il faut d'abord calculer le poids. Il faut d'abord calculer le poids. Du moins, la force gravitaire, c'est encore le poids, si on peut dire ainsi. P est égal à la masse du proton fois G. C'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 27 fois 10. C'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 26 newtons. Voici la force gravitationnelle grand P, qui est 1,6 fois 10 puissance moins 26. Nous voulons comparer donc la force gravitationnelle à la force magnétique. Pour cela, on effectue le rapport F sur P, c'est-à-dire force magnétique sur force gravitationnelle. On obtient 10 puissance 9. Donc la force magnétique est 10 puissance 9 fois plus grande que la force gravitationnelle. Cela signifie que la force la force subie par la charge dans le champ magnétique est plus grande de 10 puissance 9 fois que la force que subit le proton par attraction à la Terre, c'est-à-dire la force due à la gravitation G. Voici un exercice de consolidation. Considérons deux fils conducteurs rectilignes parallèles de même longueur, 20 cm, placés à une distance de 3 cm l'un par rapport à l'autre et traversés par le même courant. Ils sont attirés par une force commune de 20 newtons. Déterminez l'intensité du courant dans chaque fil. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un like. Et n'oubliez pas aussi de poser les difficultés par rapport à cet exercice de consolidation en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et rendez-vous pour le chapitre 3.